Bienvenue à une autre capsule SICO. Aujourd'hui, on va parler du K2 Low Temp. On va voir le paramétrage tel que prévu dans notre première section, la section 100, qui est le paramétrage des contrôleurs. Donc, je vous invite toujours à aller voir l'application, ou en fait le feuillet qui rassemble tous les contrôleurs. Donc, dans les sessions d'introduction, on a fait un survol de tous les contrôleurs. Maintenant, on fait le paramétrage. On a vu le vidéo 100 qui était le A de force, le vidéo 110 qui était le KE2 Temp plus valve. Et on va voir maintenant le vidéo 120 qui est le KE2 Low Temp plus defrost. Donc, on a parlé un peu c'est quoi l'installation, mais j'attire toujours votre attention. On ne fera pas les critères. Il y a déjà été une vidéo qui a été faite sur les bénéfices et les caractéristiques de chacun des contrôleurs. Donc, je vous invite à aller voir le bulletin toujours à la fin, le Q23, le Q3.29, pour regarder un peu le manuel d'installation. Donc, ici, je vais juste voir le manuel. Donc, dans le manuel Q3.29 qu'on voit ici, c'est ce qu'on veut avoir en fait là, au niveau du bulletin. Donc, si on regarde au niveau du bulletin, vous allez avoir, autrement dit, deux sondes de température, une pour la température de l'air et la deuxième, c'est pour la température de fin de dégivrage, puisqu'il s'agit d'une basse température. Donc, le contrôleur vient avec la quincaillerie. J'attire maintenant votre attention au niveau de la carte électronique du contrôleur. En fait, dans le troubleshooting, plus loin, on va voir les différentes applications qui vont faire l'objet d'une autre formation. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit très bien la sonde à air, donc il n'y a pas de polarité, donc vous venez raccorder une première sonde ici. La deuxième sonde qui est votre coil, ça se trouve être la sonde pour la température de fin de dégivrage. Et il existe deux autres auxiliaires, un auxiliaire 1 puis un auxiliaire 2. Ces auxiliaires-là, on va les voir plus loin, vous pouvez programmer. Vous pourriez par exemple mettre deux autres sondes additionnelles que vous ajoutez. Et on pourrait avoir par exemple un compresseur avec l'évaporateur numéro 1, l'évaporateur numéro 2, l'évaporateur numéro 3. Donc, on pourrait avoir jusqu'à 3 évaporateurs qui auraient leur sonde de fin de dégivrage. Ça pourrait être une option. Le but ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir plus aujourd'hui peut-être auxiliaire 1, auxiliaire 2. On peut mettre en fait d'autres options qui sont intéressantes. Donc, on va regarder ça à ce moment-là. Donc, on voit ici contrôleur. Donc là, je vais rentrer. Bon, toujours encore une fois, vous pouvez le programmer avec un module de communication qu'on va voir dans la section communication. Toujours plus simple. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller ici au niveau des points d'accès ou des points de paramétrage. Donc, on a le bouton Enter, on a le bouton Back, flèche en haut, flèche en bas. Lorsque vous avez une lumière qui est rouge, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un problème, mais dans le Basic Menu, on ne l'utilise pas. La lumière jaune, ce n'est pas une alarme critique, donc ça peut être soit une alarme de haute température, basse température, mais le système continue à fonctionner. Quand la lumière verte elle est pleine, ça veut dire que le compresseur est alimenté. Et quand la lumière verte clignote, ça veut dire qu'on a notre CSH ou le time delay ou la protection du compresseur est en action. Ça veut dire que oui, la consigne de température fait que le compresseur veut démarrer, mais pour protéger le compresseur, on va avoir un petit clignotement qui dit on retarde le départ ou l'arrêt du compresseur. Donc, assez facile dans le bulletin. Lorsqu'on descend, comme je dis toujours, si vous n'avez pas ce menu-là en même temps que le contrôleur, ça devient plus difficile à ce moment-là de voir l'application, de savoir à qu'est-ce qu'on cherche. Donc ici, vous allez voir à gauche, je vais avoir, comme d'habitude, je vais avoir l'affichage. Je vais le faire manuellement sur quelques entrées. Donc, on peut aller dans le menu Basic qui est ici. Donc, je vais regarder
ça un peu, je peux faire, exemple, le menu Basic à droite. On va avoir encore là, température, set point, le différentiel CSH. C'est déjà des choses qu'on avait vues dans les modules avant. C'est la même nomenclature. Aujourd'hui, je vais m'attarder plus au menu avancé. Donc, si on maintient back, puis on tient back pendant 3 secondes, ben ici, back, si je viens maintenir back pendant 3 secondes, la première variable que je devrais avoir, c'est TS. Et là, TS, à ce moment-là, ben, on va aller voir le menu un petit peu plus, un peu plus bas pour aller voir c'est quoi chacune des variables à ce moment-là de TS. Mais, encore une fois, l'image qui est ici, ça nous permet d'aller voir les acronymes. Donc, là, si on veut savoir les acronymes à quoi on réfère, ben là, on va dans le menu avancé. Donc ici, les alarmes, les 7 points, donc Basic menu. Moi, je vais rentrer un peu plus dans le menu avancé pour voir les différentes applications qu'on a avec ça. Donc, vous allez avoir le... Je vais l'agrandir pour garder juste la valeur par défaut. Donc, la température 7 points qui est le T5, ça c'est ce qu'on voit aussi au niveau de l'acronyme. Donc, c'est ce que j'ai là ici à l'écran. Si je viens faire à ce moment-là Enter, il va me dire que la température par défaut, c'est ce qu'on voit ici, moins 10 Fahrenheit. Comme ça clignote, je peux les changer. Si je voulais aller à, par exemple, moins 20, ben, ça donne, pour aller plus rapidement, au lieu de changer les flèches puis aller complètement en augmentant ou en diminuant, on fait juste peser Enter une fois et c'est les dizaines ou les unités qui clignotent. Donc, mettons, je veux moins 20, mais là, je veux vraiment avoir les dizaines qui clignotent et là, je vais augmenter à 2. OK, et là, je pourrais dire, ben, le 1, je ne vais pas l'avoir, je vais le mettre à 0. Et je dois maintenir Enter pour valider cette valeur-là. Là, je serai à plus 20 à ce moment-là. OK, donc Enter, d'accord, plus 20. Je pourrais faire encore une fois, pour descendre à moins 20, je viendrais faire un moins 20 comme ça et j'appuie Enter pour valider. Je reviens à ma feuille de base, en fait, qui est ici. Là, on voit le TS. Juste réduire ça un petit peu pour qu'on voit. À gauche, bon, voilà. Ici, on voit un petit peu mieux. Juste agrandir ça. Voilà, comme ça va être un peu mieux. Donc, j'agrandis à nouveau. Quand j'agrandis, je le perds un peu, mais on va le garder comme ça. Donc, vous allez avoir TS. La deuxième valeur qu'on va avoir, c'est le différentiel, donc DIF. C'est ce qu'on voit ici avec cette valeur-là. Donc, le différentiel, par défaut, il est à 5 degrés. Donc, si je fais Enter, je suis à 5 degrés. Je fais Back, je reviens à ma variable. La troisième, on va avoir le CSH. Le CSH, je ne referai pas l'explication. On l'a vu, c'est le nombre de cycles à l'heure. Par défaut, ça va être à 6, ce qui est valable. Fait qu'on empêche le compresseur de démarrer plus que 6 fois dans une heure. La valeur suivante, c'est le FREF, donc la fan en mode réfrigération. Par défaut, on va avoir on CP. CP, ça veut dire on avec le compresseur. Puis on peut aussi avoir permanent. Sauf que permanent, il le sait, c'est juste en mode réfrigération. Donc la fan, les ventilateurs, quelles seront les actions en mode réfrigération? On peut les faire cycler avec le compresseur ou on peut les avoir permanents. Donc si vous êtes en défrost électrique, il ne faut pas s'inquiéter. Il sait que vous êtes en défrost électrique, il va les mettre à off lorsqu'il va être en dégivrage. Donc ici, ce qu'on veut juste dire, c'est que si le compresseur est alimenté, la vanne solénoïde est alimentée. Et si on les met à permanent, ben à ce moment-là, ils sont toujours en mode, sont toujours en fonction. Une explication qu'on pourrait faire avec ça, c'est au niveau rapidement, c'est que vous allez avoir un évaporateur. Okay, donc ici, j'aurais l'évaporateur rapidement, détendeur, solénoïde. Puis disons que votre point de consigne, notre TS, on va dire qu'il est à
moins 20 Fahrenheit. Donc, votre sonde qui est dans l'évaporateur, vous allez avoir une sonde à l'arrière ici, qui est TS. Donc, ça, c'est à moins 20. Mais lorsque vous avez satisfait votre compresseur, si votre compresseur est satisfait ou votre consigne de température est satisfaite, à ce moment-là, la solénoïde va fermer. Donc, on assume ici qu'en mode réfrigération, vous seriez à moins 30, à peu près, si on avait un 10 de TD entre la température de pièce et la sonde qu'il y a dans l'évaporateur. Par contre, lorsque vous allez avoir un pump down, un pump down, notre solénoïde, notre compresseur, il va arrêter, disons, à quelques 5 PSIG. À ce moment-là, votre température d'évaporateur va se mettre à diminuer. Si vous regardez là, sur l'affichage, vous allez le voir, ça va descendre peut-être jusqu'à moins 35. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que lorsque les fans sont à on with CP, ça veut dire avec le compresseur, bien, lorsqu'on ferme la solénoïde, les ventilateurs, ils sont arrêtés. Donc, les ventilateurs, c'est d'en reproduire un ici. Donc, vous auriez le ventilateur, il sera off à ce moment-là. Là, ce qui vient se produire, c'est que si votre température de pièce se met à augmenter de moins 20, ça veut dire, disons que notre cotine il était à 5 degrés plus haut, ça veut dire qu'à moins 15, en principe, qui est plus chaud, notre ventilateur devrait démarrer. Juste avant d'apprendre arriver à moins 15, au lieu d'alimenter la solénoïde à moins 15, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre le ventilateur à on. Si la température, supposons, était de l'ordre, juste pour prendre un chiffre pour les besoins de la cause, disons moins 12 par exemple, je viendrais mettre le ventilateur à on, bien, j'aurais une température d'air à moins 12, mais l'évaporateur, n'oubliez pas qu'il est encore à moins 35. Donc la sortie de l'air, elle va sortir plus froide. Un peu comme si on utilisait la masse du réfrigérant puis de la glace qu'il y a sur l'évaporateur. Si la température atteint encore une fois moins 20, on va arrêter le ventilateur. Donc, le fan de réfrigération, là, on with CP, ça veut juste dire que les ventilateurs ici vont suivre la fonction du compresseur. Donc, quand vous avez atteint votre température, le ventilateur arrête, mais il pourrait cycler on and off jusqu'à temps qu'on réchauffe l'évaporateur de moins 35, par exemple, jusqu'à temps qu'on arrive à la température de la pièce. Une fois que les deux sont au même niveau, on ne peut plus à ce moment-là faire de sublimation. On ne peut pas se servir du givre sur l'évaporateur, autrement dit, pour maintenir notre température. Fait que le on with CP, il est intéressant si vous avez ce qu'on appelle un holding. Holding, ça veut dire que si le produit est déjà à la température lorsqu'il rentre dans la chambre froide à, je dirais, 75% et plus, OK, ben à ce moment-là, vous pouvez utiliser on with CP, il n'y a aucun problème. OK? Mais si vous avez un blast ou un surgélateur, je crois qu'on appelle ça en français, si on fait de la surgélation, ça veut dire qu'on rentre du produit qui est très chaud. À ce moment-là, on viendrait prendre le menu PERN. Ça veut dire que là, on veut continuellement que les ventilateurs fonctionnent pour s'assurer que l'air apporte la chaleur à l'évaporateur puisque le produit n'est pas à la température. OK? Il y en a d'autres fonctions aussi qui s'appellent juste revenir au menu ici. OK, donc si on vient au menu à ce niveau-là, vous allez voir ici on a permanent, puis on a aussi l'autre fonction qui est TI24, c'est Title 24. Ça, c'est une norme en Californie qui est un petit peu plus complexe. Ça veut juste dire que des fois, on va mettre le compresseur, les ventilateurs à off en même temps que le compresseur, mais selon une certaine période de temps, on va avoir un pourcentage de temps du mode off qu'on va les mettre à on. C'est pour éviter la stratification. C'est peu utilisé, je voudrais, mais c'est quand même avancé, mais c'est disponible. Fait que c'est déjà plus avancé au niveau de l'économie d'énergie. Donc, pendant ce temps-là, si je reviens à mon module ici, bon, là j'ai une alarme de haute température que je vais enlever tout simplement pour ne pas avoir de l'obstruction. Donc, je reviens toujours à mon fameux bac. Donc, si j'appuie back, j'ai le TS qu'on a vu. On suit toujours jusqu'à ce que j'arrive à les fans en mode réfrigération. Enter. Par défaut, c'est on avec le compresseur, comme on a dit.
On veut les changer, on peut prendre permanent. Puis encore là, il sait si c'est des givreurs électriques, il va les mettre à off en dégivrage. C'est permanent pendant le cycle de réfrigération. Okay? On a aussi le title 24. Puis là, on vient en on mode CP, donc je ne vais pas valider, je vais reculer pour garder cette valeur-là. Donc ça explique le fan REF. Dans l'auxiliaire 1 qu'il y a ici, je vais essayer de grossir un peu, ça va être peut-être plus clair. Quitte à perdre un peu l'écran. OK, donc le auxiliaire 1 qui est ici, le petit auxiliaire 1 qui est là. Dans celui-là, il y a plusieurs fonctions. Il faut avoir disable. Disable par défaut, là, ça s'écrit, c'est en anglais évidemment. Disable, ça veut dire désactiver. Donc, on ne l'utilise pas. Ça veut dire que le digital input, autrement dit, c'est un input en fait, là, c'est un auxiliaire 1. Fait qu'on peut utiliser aussi system off, SYOF, si on va voir dans la littérature un peu plus bas, ça va être marqué system off. Donc, ce que ça veut dire que si je viens programmer en system off, exemple, ici à l'écran, je vais faire Enter. Donc, je reviens à mon auxiliaire 1, Enter. Par défaut, il est Disable. Donc, je peux à ce moment-là choisir SY off, ça veut dire système off. À ce moment-là, si je fais Enter, à ce moment-là, il a été programmé. Ça veut dire que si quelqu'un vient programmer, autrement dit, mettre un contact sec, en fait, puis là, le STA1 marche aussi. Ces deux-là, ils fonctionnent ensemble. Ça, c'est l'état, le state du contact numéro 1 qui va être l'auxiliaire 1. Fait que là, ici, on a le choix entre short, puis on a le choix entre open. Donc, si vous metteriez, par exemple, un toggle switch dans le digital input, juste peut-être pour que ça soit plus clair, je vais refaire un autre dessin. On va retourner ici. Donc, ce qu'on vient voir, autrement dit, c'est si vous vous rappelez, on avait Digital Input, le U1, qui était sur la carte électronique. Okay? On pourrait utiliser, autrement dit, un interrupteur manuel, tout simplement avec deux fils shieldés. Généralement, quelque chose autour de 20 à 22 gauges, c'est valable. Okay? Et là, si on vient, par exemple, fermer le contact sec, on dit à l'auxiliaire 1 qu'on veut avoir un système off, ou c'est au choix si on le dit, on veut l'avoir quand le contact est fermé, donc quand il est short, ou quand il est open. Donc ça peut être aussi un automate, ça pourrait être un automate d'une entreprise. Je pense souvent dans les hôpitaux, cégep, choses semblables, ils ont des automates dans les systèmes centrales. Donc, on pourrait avoir un input qui viendrait à ce moment-là faire la même chose, qui viendrait dire je mets le système à off à telle période, par exemple l'été ou la nuit ou quelque chose du genre. Donc, ça couvre pour ça. Donc, l'auxiliaire 1, donc on peut le programmer pour faire plusieurs aspects. Donc, on le voit ici, système off. On peut aussi faire ce qu'on appelle un door switch. Là, le door switch, c'est le même critère. Ça veut dire qu'on vient de programmer le OU1 comme un door switch. Bon, normalement, on va choisir par contre open. Parce qu'en général, lorsque la porte est ouverte, si on utilise un aimant sur le système, je vous invite à ne pas utiliser des petits aimants résidentiels, autrement dit. Il y a des gros aimants. Dans le cas de K2, c'est une grosse aimant là, qui est assez imposante. Fait qu'on vient faire avec un micro-switch, on vient, même chose, on va venir raccorder à ce moment-là les deux fils. C'est un peu le même principe que le système off. La seule différence, c'est qu'on vient programmer pour door. Donc, quand quelqu'un ouvre la porte, à ce moment-là, le contact est ouvert. Et là, ce qu'on vient dire, c'est qu'on vient dire à ce moment-là, avec le door open, c'est que les ventilateurs, aussitôt que la porte, le contact est ouvert, les ventilateurs vont être à off. Et là, si vous faites juste entrer et sortir, aussitôt que le contact va fermer, les ventilateurs vont démarrer. Traditionnellement, en réfrigération, les gens faisaient ça avec
le détendeur, puis on faisait ça avec la solénoïde, avec les ventilateurs. Mais si vous coupez à chaque fois qu'il y a un cycle la solénoïde, votre compresseur, autrement dit, quelqu'un fait juste ouvrir et fermer la porte, la pression d'aspiration va diminuer. C'est pas quelque chose qui est efficace, puis en plus, ben, si la température baisse dans l'évaporateur, parce qu'elle suit la pression, vous allez geler plus rapidement votre évaporateur. Donc le but de la door switch, c'est de mettre les systèmes à off lorsque les ventilateurs seulement à off, mais c'est 1 minute et c'est non ajustable. Ça veut dire qu'au bout d'1 minute, si votre système est encore ouvert, les ventilateurs, autrement dit, le système va se pomper, puis il va faire un minimum off-time avec le CSH. Okay? Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est juste éviter de rentrer de l'humidité de façon imposante, juste pendant que les gens ouvrent et ferment la porte. Mais s'ils laissent la porte ouverte pendant la livraison ou l'inventaire, le système va se pomper. Après son temps, il va regarder, il va dire, oups, la porte est encore ouverte, il va se pomper encore. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié l'été. Au lieu de dégeler les évaporateurs, souvent, là, ça vient geler parce que c'est humide et les portes sont ouvertes là, de façon importante. Le door switch, c'est quelque chose à ce moment-là qui est intéressant pour notre application. Encore une fois, on est toujours dans le AU1. On peut le programmer comme door switch. Puis on peut aussi programmer T2. T2 seconds, là, ça, le T2 seconds, c'est un deuxième point de consigne. Donc, un deuxième point de consigne, ici, on pourrait avoir la même chose. Ça veut dire si je viens encore une fois, je vais changer d'image. OK. Donc, toujours mon évaporateur. Puis là, vous allez dire, mettons mon TS, qui était mon set point, on voulait -20. Et là, vous pourriez dire, pour une raison XY, j'aimerais avoir une température second, deuxième température, un deuxième point de consigne, par exemple, vous diriez, je veux faire un frigo, par exemple, on va dire 36 degrés Fahrenheit la nuit, ou je ne l'utilise pas le congélateur toujours, fait que vous vouliez 36 degrés Fahrenheit, donc encore là, votre auxiliaire 1, sur la carte, on va venir raccorder soit un interrupteur manuel ou un automate. À ce moment-là, on est raccordé un interrupteur manuel. On va dessiner ça un petit peu mieux que ça. Ok, donc j'aurais encore là interrupteur manuel. Et là, il faut décider quand est-ce qu'on veut. Donc, le second room température, c'est le contact est ouvert parce que le state, s'il est à open, ça veut dire quand que le jumper ici ne sera pas mis ou l'interrupteur, on va contrôler 36. Puis quand l'interrupteur va être fermé, on va contrôler -20. Fait que ça, c'est intéressant. Ça nous donne l'option d'être capable d'avoir deux points de consigne à partir du même contrôleur sans avoir à le changer. Fait que ça peut être un client qui le fait manuellement ou encore une fois un automate qui viendrait automatiquement, par exemple, échanger cette valeur-là la nuit pour dire je ne fais pas de congélation, donc je vais mettre mon système à off ou je vais mettre un deuxième point de consigne de température. Donc ça couvre également pour un autre auxiliaire, qui est le second room température. Les autres, je ne les couvrirai pas, mais en gros, là, on peut déclencher des dégivrages, initier des dégivrages, arrêter des dégivrages, etc. Je vais vous les laisser voir. Ça pourrait être, par exemple, vous voulez avoir un autre room temp, vous voulez avoir un autre sonde de pièce, plutôt rare. Ce qui est souvent utilisé, c'est un autre sonde de coil, comme je vous le disais. On va avoir une sonde à air par défaut, une sonde à coil, et là on pourrait rajouter le AU1 et le AU2, on pourrait rajouter les deux. On va dire on va mettre deux sondes de coil, ça nous en ferait trois. Fait qu'on pourrait avoir jusqu'à trois évaporateurs avec leur fin de dégivrage à chacun des évaporateurs avec le même contrôleur. Donc ça devient intéressant. Donc si je regarde encore une fois sur le contrôleur ici, j'appuie back. Et là, j'avais mon auxiliaire 1. À ce moment-là, comme je vous disais, je peux mettre un système off. Je peux le programmer comme une sonde de coil. À ce moment-là, il n'y a pas d'état de contact parce que la sonde de coil, c'est une thermistance. Donc, c'est simplement une coil. On ignore l'état du contact. Si on y va avec un room température, on voudra une deuxième sonde d'évaporateur. Il ne va pas faire une moyenne. Il va gérer les deux sondes. Puis là, je peux avoir en fait
disable ou les autres sondes, comme je vous disais, je peux déclencher un défrost ou arrêter un dégivrage, etc., etc. Donc ça, je vous laisse lire la littérature, c'est moins utilisé. Fait quand on utilise un contact sec, comme un door switch ou un système off, ben à ce moment-là, je peux venir programmer soit le short ou open en fonction. Puis pour vous en rappeler, c'est si vous avez fait door switch, c'est lorsque le contact est ouvert que l'action du door switch va se réaliser. Okay? Si on prend un système off, ben c'est quand vous allez mettre le contact à ouvert que le système va se mettre à off. Si vous dites non, j'aime pas ça, c'est quand le contact est fermé, ben il s'agit juste de le changer à ce moment-là. Appuyez Enter. Quand ça arrête de clignoter, ça revient à l'état 1. Ça nous démontre que c'est bien ça qu'on a programmé. Donc ça fait pour les AU1, AU2. Donc, une autre valeur, c'est encore une fois, vous avez le AU2, il se programme. Vous avez un deuxième auxiliaire, puis il se programme de la même façon que, par défaut, il va être disable. Donc, on peut les paramétrer comme ça. Le TS2, c'est votre deuxième point de consigne. C'est le TS, qui est température set point numéro 2. Donc, on vient appuyer Enter. Par défaut, on le met à moins 50. Mais si le auxiliaire 1 ici n'a pas été programmé comme second température, là, T2, ce qu'on voit ici à l'écran, à ce moment-là, il ne l'active pas. Si vous activez le OU1 en T2N, là, il va venir lire la température, le deuxième point de consigne, ça va être celui-là. Et encore là, l'état de votre contact à ce moment-là va être important. Sinon, on l'ignore tout simplement. On continue. Defrost type, ce qu'on va avoir defrost type, ça va être électrique. J'apporte votre attention aussi qu'on peut quand même y aller à air, même si il s'agit d'un low temp. On voit le low temp, mais on peut quand même faire des dégivrages à air. Puis souvent, c'est quoi l'avantage? Ben, c'est d'avoir un door switch avec un aimant. Et on vient comme cycler les ventilateurs. Ça va aider vos dégivrages. Okay? Mais c'est à peu près ça la différence. Sinon, c'est par défaut, on va y aller électrique. Donc ça, c'est defrost type. C'est ce qu'on voit juste ici. L'autre valeur, vous allez avoir defrost per day. Comme on avait vu dans le manuel précédent, si vous faites 4, c'est aux 6 heures. Donc les autres capsules des KE2 RTEM, j'ai expliqué dans le KE2 RTEM, le vidéo 100. Si vous voulez savoir plus de détails au niveau du defrost per day, puis on peut faire aussi des customs. On se rappelle custom quand on allait jusqu'à 12. Là, si je fais Enter, je peux venir programmer les dégivrages à l'heure que je veux exactement. OK? Donc, je vais sauter cette section-là parce que ça, on l'avait déjà vu. On va juste descendre un peu ici. Donc, encore là, vous le voyez dans le defrost per day. Si vous choisissez custom, ben, vous avez D1, D2, D3 jusqu'à D12 defrost qu'on peut programmer. Donc, pour nous c'est dans le vidéo 100 que vous pouvez voir cette application-là. Ensuite, le DTSP, il va être plus bas. C'est votre defrost set point au niveau de la température. Donc, ça serait la valeur qu'il y a ici. Ici, le defrost term température set point. Donc, par défaut, la valeur est 50 degrés Fahrenheit si c'est électrique. OK? Si c'est à air, ça va être 40 degrés Fahrenheit. OK? Donc, ici, ce qu'on vient voir, je vais arrêter de zoomer, comme ça vous allez le voir mieux. OK, fait que c'est ce qu'on va voir ici dans le set point, je suis toujours là. Donc, on le voit, c'est 50 Fahrenheit si je suis électrique. Pardon, j'ai dit 40 degrés Fahrenheit, c'est disable si c'est à l'air. Okay? Disable, ça veut dire que si vous choisissez des givrages à air, il n'y a pas de defrost, il n'y a pas de température de fin de dégivrage, ça va être juste un temps à ce moment-là. Puis on va aller chercher, on peut aller chercher jusqu'à 90 degrés Fahrenheit là, au niveau de l'évaporateur. Okay? Ensuite, on va venir chercher, donc ça, ici à l'écran encore une fois, quand on attend trop longtemps, il sort de la programmation. Donc, on va aller chercher notre valeur de defrost per day. Defrost, température 7 points, terminaison, c'est 50 degrés Fahrenheit. Donc, ça veut dire quand il fait un dégivrage, lorsqu'il atteint 50 degrés Fahrenheit, à ce moment-là,
se trouve à arrêter son dégivrage. Si vous avez 3 sondes, il faut que les 3 sondes ou les 2 sondes atteignent la température de fin de dégivrage pour qu'il arrête. Ensuite de ça, ça nous amène au DFT, le defrost temps. Donc ça encore là, c'est cette valeur-là qu'il y a ici. Le DFT, c'est le defrost time. Et cette valeur-là, vous avez jusqu'à 30 minutes, mais vous pouvez programmer jusqu'à 720 minutes. Ça veut dire que généralement, on ne va pas des dégivrages plus que 45 minutes, mais pour des raisons XY, vous pourriez les mettre. C'est la première des deux. Si on atteint par exemple 50 degrés Fahrenheit au bout de 10 minutes, le dégivrage va arrêter. Mais si par contre, au bout de 30 minutes, on n'a pas atteint les 50 degrés Fahrenheit, le dégivrage va arrêter. C'est pour ça qu'ici, souvent, on va avoir tendance à augmenter le temps un petit peu plus au niveau de 30 minutes pour avoir un peu plus de temps. On préfère, à mon avis, toujours terminer sur la température, qui est de l'ordre de 50 degrés Fahrenheit dans le cas d'un corridor de l'hôtel. L'autre valeur ici, on le voit, c'est DRNT. Puis ça suit, quand on regardait ça, on avait tout, en fait, là, si on regarde en ordre, là, vous avez les modes de réfrigération, température 7 points. Après ça, on tombe en défrost électrique, le nombre de défrosts par jour. Après ça, soit que vous terminez le défrost à la température ou au temps. Puis une fois que les deux ont été atteints, là, on fait notre mode d'égouttement, qui est le mode drain. Par défaut, on va aller chercher 2 minutes. Donc 2 minutes ici, c'est ce qu'on va aller chercher. Au bout de 2 minutes, il ne se passe rien. Si vous ne voulez pas l'avoir, vous mettez 0. À ce moment-là, les ventilateurs vont partir immédiatement après que la température a été atteinte au niveau du fin de dégivrage. Mais dans un congélateur, on préfère pas ça parce qu'on ne veut pas avoir les quelques gouttes d'eau qui auraient pu rester sur les ailettes. On veut les faire geler. Donc c'est là qu'on tombe dans le mode après qui est votre fan délai 7 points. Donc le fan délai 7 points, ici, ça veut dire qu'on repart en réfrigération, mais on ne démarre pas les ventilateurs immédiatement. Donc on va avoir ici la valeur qui est à 20 degrés Fahrenheit par défaut. C'est rare qu'on change cette valeur-là. Donc 20 degrés, ça veut dire qu'une fois qu'on part en réfrigération, si la sonde de coil atteint 20 degrés Fahrenheit, on va démarrer les ventilateurs, mais un maximum de 2 minutes. Ça, c'est tout de suite après, vous allez aller chercher ici le FND, qui est le Fan Delay Time. Enter. Fait que s'il est à 2 minutes, au bout de 2 minutes, si je n'ai pas atteint 20 degrés, les fans vont partir pareil. Donc, si je veux les faire partir immédiatement, je pourrais le mettre à 0. Fait encore là, votre fan délai, appuyez Enter pour maintenir le 2. OK, donc votre délai, en fait, là, entre la température de la pièce et le temps, ils marchent ensemble. Fait que c'est le premier des deux, soit la température ou le temps. OK, donc à ce moment-là, le ventilateur redémarre. Ensuite de ça, vous avez le FN. Lui, il va le faire automatiquement, mais si vous auriez un cas de dégivrage électrique et vous voudriez que pendant le defrost, que le ventilateur fonctionne, bien, vous pourriez venir le mettre en on. Comme là, j'ai choisi dégivrage électrique. OK, donc le fan delay en defrost. La fan en defrost. Quand je suis en defrost, est à off. Mais il y a certains comptoirs réfrigérés que les ventilateurs vont fonctionner même pendant un dégivrage électrique pour distribuer la chaleur autant dans le comptoir, ce qu'on ne veut pas, mais surtout pour dégivrer l'évaporateur. Sinon, c'est automatique, il va le choisir automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. L'autre valeur suivante, c'est le pump down time. Ici, par défaut, c'est 0 minutes. Ça pourrait être, par exemple, si vous faites un dégivrage au go chaud, etc., où vous dites, quand je vais tomber en dégivrage, je vais fermer la solénoïde, mais je ne veux pas activer immédiatement le dégivrage. Je ne veux pas activer tout de suite les éléments électriques ou le dégivrage au go chaud, par exemple. Là. Donc, dans notre cas, on pourrait dire, je vais faire un pump down. Fait que si vous mettez à 2 minutes, le système va se pomper pendant 2 minutes, puis il ne fera rien pendant ces 2 minutes-là. Ça peut être un avantage, à peu près le seul que je vois, vider l'évaporateur avant d'embarquer le dégivrage positif. Donc ça couvre pour le pump down time. Les autres valeurs, ben là, on les avait vues dans le manuel, les HO, qui ont les high temperature offset, les low alarm offset, puis le temps d'alarme. Encore là, c'est un offset, c'est à 10, donc 10 plus moins 20, ça serait donc moins 10 à moins 10 degrés Fahrenheit, par exemple, pendant 90 minutes, il va afficher une alarme de haute température.
Si vous voulez plus de détails, j'ai couvert ça aussi dans la vidéo 100 sur les cas 2 thèmes. C'est le même principe, vous allez chercher cette information-là. Ensuite de ça, fait que c'est la même chose pour le low LOO qui est le low température alarme, ici. Votre temps d'alarme délai, le délai qui est 90 minutes, ça c'est le temps qu'on va l'afficher. Ensuite de ça, vous avez le ADR qui est le mode boss. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Toutes par défaut, ils ont un. Donc, si vous avez plus qu'un contrôleur, vous avez 3 contrôleurs sur un même réseau pour envoyer des alarmes qu'on verra plus loin. À ce moment-là, ben, il faut que vous leur donnez un numéro différent sur le même réseau. Et le dernier qui sont les unités, le unit. À ce moment-là, on pourrait venir faire chercher soit Celsius ou Fahrenheit. Donc, encore une fois, si je viens ici sur l'affichage, Enter. Donc, si vous avez encore une fois le menu, ben, ça va vite de dire c'est quoi qu'on cherche. Si on sait ce qu'on cherche, on va y aller rapidement dans le menu. AO, votre alarme offset, votre low alarme offset, votre temps. Le temps, c'est 90 minutes par défaut pour les deux alarmes, soit la haute ou la basse. Okay, l'adresse, comme j'ai mentionné, c'est 1 par défaut, donc on peut les changer. Et le unit, à ce moment-là, si vous venez ici et vous dites dans le unit, je suis en Fahrenheit, mais je me mets en Celsius, je maintiens Enter pour valider. Vous n'avez pas de conversion à faire. Ça veut dire que si je reviens à RTS, j'étais à moins 20 Fahrenheit. Donc, il va me corriger à moins 28,8 en Celsius, c'est déjà fait. Okay? Donc, ça couvre pas mal toute l'application ou le paramétrage du KE2 LOTEP. Donc, je pense que c'est complet. Merci d'avoir assisté à une capsule de SICO et à la prochaine.